à Kevin qu'il nous dise un peu le temps qu'il nous a imparti pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je dirais aussi que de temps en temps, il y a Christian qui pourra intervenir hein, sur certains topics pendant que je présenterai. Donc, il y aura des fois où Christian interviendra. Et puis, ça sera pareil aussi que demain, lors de la présentation, j'aurai de temps en temps à intervenir si besoin il y a. Alors, donc, à la fin de la présentation, il y aura une séance de questions. Donc, vous pourrez écrire les questions que je recenserai et je répondrai au fur et à mesure. Christian et moi, on va essayer de répondre. Alors, IPv6 en Afrique, c'est de vous décrire un peu l'état du déploiement sur le continent africain. Et puis la situation, d'abord sur toute la planète, ensuite la situation du déploiement d'IPv6. Alors ici, on a essayé de présenter quelques statistiques hein, sur le continent africain. Alors, cette présentation-là, cette stade-là représente ce que nous avons un peu en termes d'adresses IPv4, ce qui nous reste un peu sur la planète. Alors, nous avons 30 millions d'adresses au niveau de la région Amérique du Nord en bleu. Nous avons 33 millions d'adresses au niveau de l'Amérique du Sud en vert. Nous avons aussi 14 millions d'adresses au niveau de la région Europe, 14 millions d'adresses au niveau de l'Asie et de l'Australie. Alors, nous remarquons ici que l'Afrique a encore 61 millions d'adresses IPv4 disponibles, ce qui représente un peu plus de 3/8 en IPv4. Alors, c'est un peu ici pour vous présenter l'état d'utilisation de IPv4 à travers le monde. Donc, nous pouvons remarquer que en Afrique, on a encore 61 millions d'adresses IPv4. Alors, ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais à la même occasion, je tiens à vous dire que nous avons des policies qui sont en cours actuellement dans la région d'Afrique. Et selon ces policies, il y aurait pour chaque université publique en Afrique, cette policy demande qu'un étudiant ait au moins 4 adresses IPv4 publiques. Alors, si cette policy est acceptée, et il est clair que les 61 millions d'adresses que l'Afrique dispose sera épuisé très très rapidement. Aussi, au même moment, au vu des différents équipements aujourd'hui qui utilisent Internet, alors si dans un pays donné, si le régulateur demandait aux différents acteurs d'Internet de faire en sorte que tout utilisateur d'Internet soit identifié de manière unique, ça vous a dit qu'il faut supprimer carrément le NAT de toute notre infrastructure. Vous verrez tout de suite que ces 61 millions d'adresses aussi iront très rapidement. Donc ça peut paraître énorme, mais ça va très vite lorsque elles sont distribuées. Alors nous avons aussi ici un peu les allocations d'IPv6 en Afrique. Nous avons un graphe, hein, le nombre d'adresses IPv6. Alors ici c'est des préfixes, c'est des slash 32. Nous allons voir cela en détail. Nous voyons que depuis 2004 à 2013 aujourd'hui, Afrinic a alloué pas mal de préfixes en slash 32. Donc, nous allons voir en détail, en image, ce que ça représente. Alors, nous avons en blanc les pays qui n'ont pas encore reçu de préfixe IPv6 d'Afrique. Et nous avons, comme vous pouvez le voir dans la légende, les différents, le nombre de préfixes IPv6 en slash 32 qui a été alloué par Afrinic dans la région. Alors, il est bien de noter que les préfixes IPv6 alloués ne signifient pas forcément des préfixes qui sont annoncés dans la table de routage. Donc, le prochain graphe représente un peu les préfixes qui sont annoncés dans la table de routage. Nous voyons qu'en 2010, on avait un peu à peine 5,5% des AS, des systèmes autonomes qui annonçaient des IPv6. Ensuite, nous sommes passés en 2012 à 11,24% des AS qui annoncent IPv6 en Afrique. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à un peu plus de 14%. Donc, il est clair que les différentes entreprises ou organismes qui travaillent dans Internet en Afrique comprennent qu'il est bien pour de passer à IPv6 et donc s'y mettre. Donc, nous pouvons voir une croissance nette des différents organismes qui des différents systèmes autonomes. Quand je parle de systèmes autonomes, vous voyez les FAI,
les fournisseurs des opérateurs de transit et autres qui opèrent en Afrique qui annoncent IPv6 dans le cadre de routage pour leurs membres et leurs clients. Nous avons ici un peu les différents pays et qui annoncent IPv6 dans la table de routage. Nous avons en Afrique du Sud qui a un peu plus de 25 organismes ou opérateurs de transit. Au Kenya, nous avons 8, en Égypte, nous avons 3, au Nigeria, nous avons 3, en Ouganda, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pays en Afrique qui commencent à s'y mettre en ce qui est des annonces d'IPv6 dans la table de routage. Ici, nous vous présentons ce qui se fait dans le monde, sur tous les autres RIS, sur toutes les autres sœurs d'Afrique. Nous voyons qu'on a 20% des systèmes autonomes au niveau de Epinic, 18% au niveau de RIPE, 16% au niveau de LACNIC, 14% au niveau d'AFRINIC et 12% au niveau de ARIN. Alors, ceci est pour vous présenter un peu les différentes organisations qui annoncent IPv6 dans la table de routage par rapport aux différentes régions des RIR. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se fait par rapport à l'Afrique, qui est à 14%. Nous voyons que les autres régions aussi sont en train de avancer. Alors, le plus important, c'est de voir la région, l'exemple de Epinic. Vous voyez que Epinic a 20,4% et c'est pas par hasard. Alors, la région Asie a depuis 2011 épuisé ses blocs d'adresse IPv4. Donc, il est clair que depuis 2011, il commence à louer, donc à utiliser conséquemment les adresses IPv6, les blocs d'adresse IPv6 qu'ils ont en leur possession. Voilà. Donc, cette première présentation, c'est pour vous donner un peu l'aperçu de ce qui se fait en Afrique en termes d'IPv6. Donc, nous constatons qu'il y a une progression. Nous sommes passés de 5% à 11% à 14% des systèmes autonomes qui annoncent IPv6 dans l'état de routage. Il faut dire qu'on a un peu plus de 1000 systèmes autonomes en Afrique, donc c'est un peu quand même, c'est très loin. 14%, c'est vraiment loin des attentes d'Afrique. Alors, côté de ça, nous parlerons aussi des principes de base d'IPv6. Alors, IPv6, nous allons, après ce module, être capable d'identifier les adresses IPv6 et créer un plan d'adressage. C'est ce que j'avais annoncé avant qu'on commence la présentation. Donc, nous allons passer directement aux notions de base d'IPv6. Alors, IPv6, c'est le successeur réseau d'IPv4. Alors, c'est clair, c'est très important ce que nous disons ici, parce que très souvent en présentation, lorsque nous sommes en workshop, on a beaucoup de questions qui ont trait aux couches supérieures, c'est-à-dire aux couches 4, 5, 6 et 7 du modèle aussi, aux couches 2, 1 du modèle aussi. Alors, il est très important de noter que IPv6 ne vient pas corriger les problèmes qu'il y avait aux couches 4, 5, 6, 7 ou 2E1 du modèle aussi. IPv6 est le successeur d'IPv4, donc au niveau 3 du modèle aussi. Alors, nous passons de 128 bits. Nous passons à 128 bits par rapport à IPv4 qui était à 32 bits. Et comme j'ai dit tantôt, ça fonctionne à la même infrastructure physique. Les mêmes infrastructures physiques fonctionneront, les mêmes applications aussi vont fonctionner pour IPv6. Comme j'ai dit tantôt, rien ne change aux couches supérieures, aux couches antérieures par rapport à la couche 3 du modèle OSI. Donc les applicatifs marcheront et la manière dont le Internet fonctionne ne va pas changer quand on a IPv6. L'incompatibilité entre les deux est le point très important lorsqu'on parle d'IPv6. C'est ce point-là qui nous amène à parler des techniques de transition dont nous aborderons dans les détails demain. Alors, IPv4 est en train de s'épuiser, donc IPv6 est la seule réponse durable face à l'épuisement, à cet épuisement-là. Nous avons eu plusieurs mécanismes pour essayer de retarder l'épuisement d'IPv4. Aujourd'hui, nous sommes tous convenus depuis les années 90 que IPv, malgré toutes les techniques que nous avons utilisées pour retarder l'échéance, IPv4 ne peut pas soutenir l'évolution actuelle d'Internet. Quand vous regardez le nombre d'équipements qui peuvent se connecter à Internet aujourd'hui, quelles que soient les techniques que nous pouvons mettre en place, que ce soit CBR ou le NAT, que nous n'aimons pas beaucoup,
ils ne peuvent pas soutenir l'évolution d'Internet. Donc, il faut comprendre que le seul moyen de soutenir l'évolution d'Internet, c'est d'utiliser IPv6. Alors, il reste aussi le end-to-end, le end-to-end qui avait été cassé avec l'utilisation du NAT et le PAT. Donc, le end-to-end est restauré. Aujourd'hui, avec IPv6, tout émetteur sur Internet pourra être connu par son destinataire et vice-versa. Et c'est ça le end-to-end. Et ça nous permet de faciliter beaucoup de choses. Ça nous permet de mettre beaucoup d'équipements, beaucoup d'applicatifs en jeu. Ça nous facilite les communications, la mobilité sans utilisation d'applications tiers. Et vous imaginez un peu ce que vous faites dans vos réseaux locaux, ce que vous faites au bureau. Aujourd'hui, vous partagez des dossiers, vous prenez des mains sur un bureau, sur vos différents serveurs, quand vous êtes dans votre salle d'administration. Alors, imaginez tout ce que vous pouvez faire dans votre bureau, dans votre réseau local. Imaginez que cela est possible à l'échelle internationale, à l'échelle Internet. C'est un peu ça, le end-to-end restauré. Alors, IPv6 nous permet l'Internet des choses, oui, parce qu'on est plus limité en matière de nombre d'adresses disponibles. On a la possibilité, avec, vous voyez, 296 fois tout l'espace adressable total IPv4. Nous avons donc la possibilité de donner des adresses à tout ce que nous voulons dans notre maison. Aujourd'hui, nous avons des frigidaires, des smart fridges, des smart TV, nous avons des téléphones qui se connectent sur Internet, nous avons la possibilité de mettre des caméras, nous avons la possibilité de mettre des adresses IPv6 sur nos portes, sur nos serrures, sur nos chaussures, sur tout ce que nous pouvons imaginer. C'est un peu l'Internet des choses qui est permis grâce à l'utilisation d'IPv6. Nous avons dit tantôt que IPv6 était 128 bits. Alors, initialement, avec IPv4, nous avons 32 bits. Et l'écriture, c'était les décimales pointées. Alors, ici, avec IPv6, il est très difficile d'utiliser l'écriture décimale pointée. Alors, on a encore dit, OK, on a la possibilité d'utiliser les bits 0 ou 1. OK, c'était possible. On a dit, si on écrivait 0 ou 1, ça allait être très, très long. On a dit qu'il y avait la possibilité aussi d'écrire sur des exits de 32 bits. Alors, on allait avoir 32 positions des exits. Ça allait être vraiment très long aussi, comme vous pouvez voir aussi ici. Donc, ce qui a été décidé pour finir, c'était des groupes d'exits sur 8 positions. Alors, vous voyez 2001, cet exemple, c'est la 2001 DB8C001 space 2.B00C dead 2.BB 2.F001 représente pour chacun des blocs ici un caractère hexadécimal, un caractère hexadécimal, un caractère hexadécimal. Donc, vous voyez qu'ici, on a 4 positions de hexadécimales qui sont positionnées sur 8 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 positions. Donc, vous voyez que les 128 bits ont été écrits comme ça. Alors, nous avons dit que la note, de manière conventionnelle, il faut les écrire en minuscules. Donc, il y a eu beaucoup de discussions pour est-ce qu'il fallait les écrire en capital, mais de manière conventionnelle, les RFC sont venus pour mettre un terme à cette discussion, donc il faut les écrire en minuscules. L'écriture est de cette façon. Alors, nous allons de manière éclatée, comme ce que j'ai expliqué tout de suite. Donc, nous voyons que pour 2001, qui est ici, 2 est représenté ici. On a 0 et là, 0 qui est là et 1 qui est représenté. Donc, tout ceci s'écrira comme ça sur 8 positions de 4 exactes. Alors, imaginez une extension devait être écrite en 0,1. Donc, l'adresse IPv6 entièrement aurait été écrite comme ça en 1. On allait avoir les adresses IPv6 comme ça, qui commenceraient par là et qui finiraient par là. Alors, si on devait les écrire en 32 positions d'hexabits, on allait avoir une position, un point, un point, un point, un point. C'était vraiment compliqué. Donc, l'écriture qui a été retenue pour IPv6 a été cette écriture-là. Alors, ça peut paraître très grand, mais avant, on va essayer de montrer quelles sont les techniques qui existent pour compresser ces adresses. Mais il faut noter aussi que il y a des notions qui ont été gardées depuis IPv4. Alors, IPv6 utilise le classless interdomain routing. Donc, on n'a plus de masque de sous-réseau comme on avait sur IPv4. Donc, on utilise ici le classless. On n'a pas de classe A, ni de classe B, ni de classe C, etc. comme on avait sur classe.
comme on avait dans le temps avec IPv4 qui a été ensuite remplacé dans le CIDR. Donc le CIDR nous avait aidé à améliorer un peu la table de routage, à maîtriser les annonces que nous faisions dans les tables de routage dans les règles de l'art. Et le CIDR a été utilisé et continue d'être utilisé avec IPv6. Donc, avec IPv4, vous voyez que quand on écrivait une adresse, le slash, après le slash, on avait des préfixes de 32. Alors, avec IPv6, on aura de 0 à 128 bits, vous vous rappelez, parce que IPv6 est écrit sur 128 bits. Donc, une adresse, un préfixe IPv6 se représentera de cette forme-là. Donc, vous avez cet exemple qui est là, 2001, 2.db8, 2.2./32, qui est un préfixe assigné à une organisation. Alors, comme dans le CIDR, le /32 signifie tout simplement que les 32 premiers bits sont fixés. Et donc, on ne pourra pas utiliser, on ne pourra pas manipuler ces 32 premiers bits. Alors, dans le deuxième exemple ici, nous avons un /64, qui est un préfixe alloué à un LAN. Donc, pareillement, les 64 premiers bits, c'est-à-dire 2001, DB8, 1, CE, 2.C001, 2.2. Sont fixés. Et donc, lorsque vous avez un tel préfixe, vous ne pouvez pas manipuler les 64 premiers bits. Donc, rien n'a changé. Le CIDR le même, comme dans IPv4, comme vous pouvez le constater ici. Le slash 24, comme en IPv4, les 24 premiers bits ne peuvent pas être touchés. Un slash 16 dans IPv4, les 16 premiers bits ne peuvent pas être touchés. Donc, on a gardé le CIDR fonctionne aussi, a été utilisé pour IPv6. Alors, dans le troisième exemple ici, nous voyons une adresse IPv6 qui est écrite. Donc, vous remarquez, on a 2001 DB8, 1 C, E, 2.C00, 2.2.A. Vous voyez qu'ici, on a mis 2.2.1, on a mis A. A, ici, c'est une adresse qui est assignée à un node, à un nœud IPv6. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, quand vous allez voir les adresses IPv6, elles sont écrites de cette manière. Vous aurez des slash 32, vous aurez des slash 34. Alors, vous constatez ici que on a écrit une machine avec un slash 64. Nous allons voir plus dans les slides qui viennent. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé, on n'utilise pas au-delà, on ne va pas au-delà d'un slash 64 pour adresser une machine. Alors, les règles pour raccourcir les adresses, comme vous avez vu tout à l'heure, les adresses sont très longues. Nous avons deux règles pour raccourcir ces adresses. Nous avons la suppression des zéros. Alors, la suppression des zéros nous permet d'omettre les zéros de poids fort. C'est-à-dire, quand nous écrivons une adresse, les zéros qui viennent immédiatement après le 2 points peuvent être supprimés. Et lorsque nous utilisons la suppression des zéros, chaque groupe de exit, vous vous rappelez, les 4 positions qui sont séparées par 2 points lorsque vous écrivez une adresse IPv6, chaque groupe doit contenir au moins un exit lorsque nous utilisons la suppression des zéros. La compression des zéros, elle, s'applique lorsque nous avons une succession de plusieurs séries de zéros. Elle nous permet de les compresser et de les remplacer par uniquement 2 points qui se suivent, 2 points, 2 points. Alors, pour cette technique, lorsque nous utilisons la compression des zéros, nous ne pouvons que l'utiliser une seule fois. Alors, nous voyons que dans cet exemple-là, nous voyons l'adresse 2001. 2.2.A, c'est que A, 52, 2.00032. Alors, l'adresse en elle-même est celle qui est en bas, que j'entoure en bleu, et vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Alors, nous avons utilisé la compression et la suppression des zéros. Ah oui, ici, nous avons utilisé la compression des zéros. OK? Alors, vous avez vu qu'il y en a deux séries de 0,0 qui se suivent. Nous avons compressé et nous avons remplacé ces deux séries-là de 0 là par 2.2 points. Ici, nous avons utilisé la suppression des zéros. Nous avons supprimé les zéros de poids fort. Regardez, avec ce que je fais là, nous avons supprimé ces 3 zéros ici, on a supprimé ces 3 zéros ici, on a supprimé ces 3 zéros ici, et on a gardé qu'un dernier exit pour compresser cette adresse IPv6. Alors, ici aussi, nous avons une autre technique. La même adresse qui a été écrite avec qui a été réécrite avec les deux techniques, alors suppression et compression de zéros, on les a appliquées ici et ici. Alors, il est à noter que la compression des zéros ne doit s'appliquer que à la partie où on a le plus de zéros consécutifs. OK? Donc, c'est vrai que si vous pouvez l'appliquer ici, mais ça sera une adresse IPv6 valable, mais ne sera pas l'écriture la plus optimale. Donc, par convention, on compresse, on utilise la compression des zéros sur la partie où on a plus de zéros consécutifs. Alors, maintenant, il y a un problème qui se pose lorsqu'on utilise
la compression des zéros, c'est un problème d'ambiguïté qui est présenté dans ce slide. Nous avons que ici, si nous nous disons, mais on a la possibilité d'utiliser la compression des zéros, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas deux fois? Ça nous raccourcit au maximum l'adresse, comme l'exemple que là. Alors, on a essayé de compresser ces zéros-ci, on a aussi compressé ces zéros-ci pour les représenter comme la nouvelle adresse qui est ici, c'est-à-dire 2001, 2.2. A 52, 2.2.3, D16. Alors, ici, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque un nœud va recevoir cette adresse-ci, le nœud sera tenté de compter, il va compter d'abord les différents exits qui sont positionnés. Alors, il sait qu'une adresse IPv6 c'est une série de 4 exits séparés par 2 zéros sur 8 positions. Alors, lorsqu'il regarde ici, il voit qu'il n'y a que 3 positions. Il sait qu'il y aurait 5 positions à combler pour faire les 8 positions. Mais lorsqu'il regarde ici, il voit qu'il y a 2 points qui sont là. Et lorsqu'il regarde ici, il y a encore 2 points qui sont là. Monsieur Tovo, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Tovo Ramaswana. Merci. Essayez d'arrêter votre micro. OK, donc je disais tantôt que lorsqu'un équipement recevra cette adresse, avant de processer cette adresse, il va l'éclater en 8 positions. Il constatera qu'il a que 3 positions. Donc les positions qu'il doit combler, c'est celle-ci et celle-ci. Et il sait qu'il a 5 positions de 0 à combler. Donc l'ambiguïté vient de ce fait qu'il ne saura pas s'il y a 3 séries de 0 ici, ou 2 séries de 0 ici, ou 3 séries de 0 ici, ou 2 séries de 0 ici. Alors, regardez que si l'adresse IPv6 qui est ici est réécrite avec 3 séries de 0 ici, si on a 3 séries de 0 ici, je vais écrire 3. Et si on a 2 séries de 0 ici, j'ai écrit 2. Ce n'est plus la même adresse, c'est une autre adresse IPv6. Donc, pour éviter cette ambiguïté, il faut que la compression de 0 ne soit appliquée qu'une seule fois lorsque nous voulons compresser les adresses. Alors, ceci est un peu pour vous présenter comment est-ce qu'on écrit les adresses IPv6 avec la notation CIDR, avec comment est-ce qu'on compresse aussi des adresses IPv6. Nous allons maintenant passer aux différents types d'adresses IPv6 que nous avons. Et cette partie est très importante. Donc, je vous demanderai de suivre attentivement et aussi d'écrire vos questions pour les poser tout à l'heure quand il sera le moment de poser les questions. Alors, ici, nous allons identifier les différents types d'adresses. Nous allons parler des scopes d'adresses, c'est très important. Donc, IPv6 aussi. Alors, le schéma qui est ici nous parle d'abord des différents types d'adresses. Nous avons ici les adresses uniques. Alors, une adresse unique dans IPv6 identifie une interface sur un nœud IPv6. Alors, dans IPv6, la notion de nœud arrive parce que un nœud en IPv6 est un équipement qui implémente IPv6. Alors, contrairement à IPv4, une adresse identifie une machine. Alors qu'en IPv6, on dit qu'une adresse identifie un nœud parce qu'une adresse, une interface sur un nœud peut avoir plusieurs adresses IPv6. Alors, une adresse unicast est utilisée comme source et destination dans une communication dans IPv6. Alors, vous voyez dans le schéma qui est là, on voit A. Dans ce schéma-là, nous avons A qui est dans le même système autonome avec B, C, D jusqu'à P. Okay? A a envie de communiquer directement à K. A va initier une communication unicast, c'est-à-dire A communique directement à K, donc la communication est directe. Donc ici, on a une communication unicast. Alors, nous avons aussi un autre type d'adresse qui est le multicast. Alors, le multicast identifie un groupe d'adresses IPv6. Alors, c'est une adresse IPv6 qui identifie un groupe d'adresses IPv6. Les adresses multicast ne sont jamais utilisées comme source. Elles sont toujours utilisées comme destination. Et nous avons en bas un exemple de communication multicast. Alors, ici, on constate que A veut communiquer avec E, D, J, K, L et N. Ils sont tous dans le même groupe, mais A ne veut que communiquer avec ceux-là. Il ne veut communiquer qu'avec ceux qui sont dans la zone verte. Alors ici, il fait une communication unique, multicast. Il sélectionne un groupe parmi dans le grand groupe il sélectionne une certaine partie dans le grand groupe. Alors,
Dans l'exemple pour expliquer le multicast, aussi simplement, nous sommes ici en train de faire un webinaire IPv6. Donc, nous avons créé un groupe multicast. Nous avons décidé tous de joindre ce groupe multicast à 13h GMT pour notre webinaire IPv6. Donc, il y avait plusieurs personnes, plusieurs nœuds sur Internet, mais c'est vous là qui êtes présents, là, qui avez décidé de joindre ce groupe multicast là. Donc, nous sommes en train de faire une communication multicast. Nous communiquons un peu entre nous, un peu petit groupe restreint dans tout Internet. C'est un peu pour expliquer ce qui est le multicast. Alors, nous avons aussi le troisième groupe qui est le Anycast. Alors, le Anycast représente la même adresse sur plusieurs nœuds. Alors, on a la même adresse qui est répartie un peu sur les systèmes autonomes différents. Donc, vous voyez dans l'exemple qui est en bas, A avait communiqué à B. Et il a trois choix. Selon le protocole de routage que A implémente, si le nœud le plus proche est B qui est ici, lorsqu'il voudra communiquer avec, c'est B qui va répondre. Si selon son protocole de routage, son plus proche, c'est B qui est ici, lorsque A voudra envoyer un paquet à B, c'est ce B qui va répondre. Et si selon son protocole de routage, c'est le B qui est ici, si A veut communiquer à B, c'est ce B-là qui va répondre. Alors, vous comprenez que ici, c'est pas la région géographique forcément, c'est plutôt le protocole de routage, la topologie utilisée lorsque vous voulez joindre cette adresse-là, c'est celle-là qui est la plus proche de vous par rapport au protocole de routage qui va vous répondre. Alors, je vous ai présenté ainsi les trois types d'adresses qu'on a dans IPv6. Et la grande absente ici, c'est le podcast. Je sais que vous avez tous remarqué. Alors, donc, vous voyez qu'on a unicast, multicast et anycast. Dans IPv6, nous n'avons pas de broadcast. Le broadcast a été complètement supprimé dans IPv6. Donc, comprenez que pour chaque communication dans IPv6, il faut avoir une adresse multicast particulière pour pouvoir arriver à joindre, à réaliser cette communication. Il est bien noté aussi que dans IPv6, on arrive à créer un certain broadcast, on arrive à créer le broadcast en utilisant un type d'adresse multicast que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je vous demande de noter que dans IPv6, il n'y a pas de broadcast. Alors, ici, nous avons maintenant le scope. Alors, le scope est le domaine de validité d'une adresse. Alors, une adresse a une existence donnée. Nous avons une adresse lien local qui est valide sur le même lien. Alors, lien, comprenez ici niveau 2 du modèle OSI. Alors, comme nous sommes dans un LAN, lorsque nous arrivons par exemple dans une conférence ou nous allons dans notre bureau, nous sommes tous connectés au même point d'accès, Wi-Fi qui est peut-être visiteur ou ce que vous voulez. Comme nous sommes connectés au même point d'accès, nous sommes sur le même lien. OK? Donc, ici, en IPv6, nous avons une adresse très particulière qui commence par FP80, 2.2.10, que nous allons voir en détail tout à l'heure, qui est valide que sur le même lien. Ça veut dire cette adresse-là, lorsque vous êtes connecté, ou même à la couche 2 du modèle OSI, cette adresse peut fonctionner de toute transparence. Elle est utilisée comme une adresse, c'est une adresse valable qui fonctionne, et elle est créée automatiquement sur tout équipement, sur tout nœud qui comprend IPv6. Alors, elle est très importante, nous allons voir ça tout à l'heure dans les détails. Nous avons aussi le scope global qui est ici, qui est un peu, si vous voulez, le scope public, comme quand on a sur IPv4, on dit on a une adresse publique. Alors, le scope global ici représente un scope public. Ça veut dire que l'adresse là, qui a le scope global, est valable aussi bien sur votre lien, sur votre infrastructure, sur votre lien, sur votre entreprise, etc., jusqu'à à Internet. Alors, il est bien de noter aussi que les adresses multicast viennent avec leur propre scope. Et nous allons voir cela dans les détails lorsque nous allons parler d'adresses multicast. Donc ici, nous venons de voir les trois types d'adresses, Anycast, Unicast, Multicast. Nous allons parler de scope pour les adresses. Nous avons le scope global et le scope lien local. Et je viens de dire que ces deux scopes ne s'appliquent pas aux adresses multicast qui, elles, viennent avec leur propre scope. Alors, nous avons aussi une adresse globale unicast. Une adresse globale unicast, pour moi, toute l'adresse globale unicast, la IPv6 commence par 001. 001, c'est les trois bits qui sont ici, qui sont fixés 001 et qui sont utilisés, celui qui est utilisé actuellement, c'est le 8e. Alors, vous voyez que c'est 3 bits, donc ça veut dire que 0.3 sont dans 8 positions possibles qui est utilisé
dans le scope global et actuellement, nous utilisons le 8e de cette position. Donc, vous voyez que on a 200/3, les 3 premiers bits fixés. Ensuite, on a les 45 bits qui suivent, qui sont le global routing préfixe. Alors, c'est dans ces 45 bits-là que le registre central qui est IANA va puiser son préfixe et le donner aux différentes RIR qui sont Athené, RAIP, LACNIC, EPINIC et ARIM. Et ces différents RIR vont prendre de ces 45 bits-là une partie pour allouer à les différents membres qui eux aussi utiliseront ces 45 bits-là, de ces 45 bits-là pour allouer à les différents clients. Alors, je vous remarque bien que 45 plus 3, ça nous fait 48 bits. Alors, dans IPv6, le préfixe le plus explicite qu'on souhaite voir dans la table de routage est un /48. Nous, les conseillers, tous les RIR conseillent à leurs membres de ne pas annoncer de préfixe plus explicite qu'un /48. Nous avons un exemple ici, l'adresse qui est complètement écrite ici. Nous avons l'habitude maintenant. On a un DB8, deadbeef, cool, baby, 00, AAAF. Dans un exemple, donc les adresses globales unicast sont ces adresses qui sont utilisées, si vous voulez, c'est un peu comme les adresses publiques d'IPv4, comme on dit communément. Alors, nous avons ici les adresses liens locales. Donc, on a parlé tout à l'heure, les adresses liens locales unicast. Elles ont les 10 premiers bits qui sont fixés. À 1, 1, 1, 1, 1, ici, comme vous pouvez le voir, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ça nous fait FE80, 2.2/10. Vous vous rappelez, CIDR, les 10 premiers bits sont fixés ici, ok? Donc, le scope est lien local, comme j'ai dit, ces adresses ne sont valables qu'au niveau du même lien. Lorsque vous êtes connecté au même AP, vous avez ces adresses qui sont valables. Alors, elles sont très importantes, ces adresses, parce qu'elles ont utilisé dans les configurations automatiques des adresses, dans les passerelles par défaut, elles sont utilisées comme passerelles par défaut, elles sont utilisées pour la mise à jour des protocoles de routage, elles sont utilisées pour la découverte des voisins. Ces adresses-là sont vraiment utilisées et elles représentent un peu la réplique d'IPv4, c'est les adresses APIPA. Alors, contrairement à IPv4, en IPv6, ces adresses-là sont utilisées. Alors qu'en IPv4, les adresses APIPA ne sont pas utilisées, il n'est pas conseillé d'utiliser ces adresses APIPA dans les communications, mais dans IPv6, ces adresses qui sont valables que sur le lien sont utilisées et il est conseillé de les utiliser pour les communications. Vous allez voir que pour les communications là que j'ai coché ici, là, ces adresses-là sont utilisées. Nous avons un problème d'accessibilité qui est lié à ces adresses. Alors, ici, si dans ce schéma que nous avons N1 ici, nous avons M2 ici, nous avons M1 ici, et nous avons M1 ici. Alors, ici, nous voyons que on a un routeur qui est là, qui a deux interfaces connectées, à chacune dans un LAN bien défini. Alors, FP0 est connecté à ce LAN, FP01 est connecté à ce LAN. Alors, qu'est-ce qui se passe si le routeur veut pinguer N1? Quelle serait l'interface que le routeur R va utiliser? Alors, en tant qu'humain, nous allons rapidement dire non, c'est certainement F00 que R1 va utiliser s'il veut joindre N1. Ça, c'est parce que nous sommes des humains, mais un routeur ne raisonne pas comme ça. Un routeur utilise le plus long préfixe connecté à son interface pour faire son routage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le routeur R va regarder dans sa table de routage et il va constater qu'il y a un certain préfixe qui est le FE8, 0, 2.2.2.2./64. Il va voir que ce préfixe-là, FE80, 2.2./64, est directement connecté à son interface FE00 et est directement connecté à son interface FE01. Donc, le routeur ne saura pas quelle interface choisir pour envoyer la communication à N1 parce qu'il va se trouver dans une situation où le même préfixe est sur les mêmes interfaces. Parce que n'oubliez pas, le routage est basé sur le préfixe le plus long auquel est connecté l'interface. Longest prefix match, le routage, il est basé sur cette notion. Donc ici, ne regardez pas directement que le routeur pourra, non, il ne pourra pas aller directement. Il sera dans une situation compliquée. Si vous voulez, si vous faites
tout de suite un ping sur cette interface, sur une adresse FE8 que vous avez sur votre interface, vous allez constater qu'il va vous mettre, il va vous mettre no route for host. Donc, il faut lui donner une information supplémentaire. Cette information s'appelle le zone ID. Alors, le zone ID représente un peu l'interface par laquelle ce routeur est connecté à un LAN donné. Donc, ici, vous voyez que il est automatiquement attribué. Donc, si vous faites un ifconfig ou un ipconfig sur vos différentes plateformes, vous verrez que vous avez des adresses F qui commencent par FE. Vous allez voir que ces adresses-là sont, à la fin de ces adresses, vous avez 1%11 et 1%12 pour les Windows ici, ok, et 1% EN0 ou ETH0 pour les Linux, les Mac, etc., etc. Donc, pour les Mac, cette adresse représente cette notation-là, ce scope ID-là représente l'interface, 1% interface. Pour les Windows, c'est un nombre qui est attribué de manière aléatoire par le système d'exploitation. Donc, il vous faut que vous ajoutiez cette information supplémentaire pour que le routeur puisse savoir vers où envoyer sa transmission. Un exemple est donné ici. Alors, vous avez une machine Windows X et une machine Windows Y qui ont ces adresses bien locales, ici et ici. Alors, si la machine X veut pinguer la machine Y, elle doit utiliser l'adresse de destination qui est l'adresse de Y, mais elle doit ajouter son propre scope ID. OK? Donc, ici, vous traduisez comme ça ping adresse bien locale de Y ici, mais je sors par mon interface poussant 7. Alors, vous constaterez que l'interface poussant 7 est cette interface-là qui est utilisée par la machine X pour se connecter au même lien que Y. OK? Donc, on ne pourra pas utiliser 11 parce que 11 n'a aucun sens pour X. On ne pourra pas utiliser 11 pour, si X aussi veut pinguer, si Y, pardon, veut pinguer X, elle ne pourra pas utiliser 7 ou une autre valeur quelconque parce que cette valeur n'a pas de signification pour elle. Donc, il est aussi important de noter que les zones ID ou les scopes ID ont une signification locale. Signification locale en ce sens que, dans cet exemple qui est ici, si ping veut, si X, si la machine X ici veut pinguer la machine Y, elle ne peut pas mettre l'adresse de destination, qui est l'adresse de Y, en utilisant le scope ID de Y. Elle doit forcément utiliser son propre scope ID. Donc, la notation correcte ici, c'est en utilisant %7, qui est l'interface de Y, de X qui est connecté au lien sur lequel Y est connecté. Alors, vous aurez le temps pour poser des questions à la fin de si toutes ces notions paraissent un peu rapides et pas claires. Alors, nous avons aussi l'adresse locale unique, qu'on appelle ULA. Les adresses ULA sont un peu, vous voyez un peu la RFC 19/18, les adresses IPv4 privées, c'est un peu ici la réplique en IPv6. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est qu'il y a une notion de global et de privé qui a été insérée dans IPv6. Alors, on constatait dans IPv4 que lorsqu'on utilise par exemple une adresse privée, c'est-à-dire en général 192.168. quelque chose, bon, .20.1, lorsque vous avez utilisé ça sur votre machine, lorsque vous allez dans un réseau, quand vous connectez, vous voyez que dans ce réseau aussi, ils ont utilisé la même adresse. Alors, quand vous avez une grande entreprise qui a plusieurs succursales, vous vous rendrez compte que le même plan d'adressage est utilisé dans la succursale A, dans la succursale B, dans la succursale C, etc., etc. Alors, dans l'IPv6, on a dit qu'on va utiliser ce bit, le bit L, qui est à la fin. Et ce bit L là va nous permettre de dire, par exemple, à un RIR que, écoute, je souhaite utiliser cette adresse privée, mais je souhaite que cette adresse soit unique pour moi. Donc, lorsque le bit L est à 0, et on a FC00, on a FC00, 2.2./8, ce unique local adresse est réservé pour votre organisation. Si Tutti Télécom, par exemple, opère peut-être en Afrique du Sud et Tutti Télécom a 200 succursales en Afrique du Sud, elle va dire à RIR, que moi je souhaite utiliser cette adresse privée là pour mon infrastructure
une infrastructure donnée et elle va référencer cette adresse-là en utilisant le bit L sur le registre régional. C'est le principe là qui est introduit par le bit L, mais aujourd'hui, cette fonctionnalité-là qui est autorisée n'est pas vraiment utilisée dans IPv6 aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous dire que cette notion existe dans IPv6, mais aujourd'hui, elle n'est pas vraiment utilisée. Donc, la plupart des adresses là qui sont utilisées, ce que nous conseillons, c'est FD00, ok, 2.2.8 qui est utilisé comme pour faire vos tests. Et s'il vous plaît, n'utilisons pas ces adresses-là pour essayer de faire un certain NAT ou un PAT, parce que dans IPv6, il n'y a pas de NAT. Donc, c'est pas la peine d'utiliser ces adresses et de pouvoir essayer de faire du NAT, les équipements ne vous le permettront pas, parce que dans IPv6, il n'y a pas de NAT. On le verra tout à l'heure si le temps nous permet dans les adressages, donc comment se faire notre plan d'adressage. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces adresses-là pour dans IPv6 pour faire votre NAT comme on le fait dans IPv4. Okay? Donc, ces adresses ne sont utilisées que pour des infrastructures qui n'auront jamais besoin d'avoir accès à Internet. Ok? Par exemple, si vous faites une infrastructure de l'état civil d'un pays, c'est des infrastructures très privées, très sensibles, et en général, une infrastructure comme ça n'aura jamais besoin d'être connectée à Internet, ou rarement vraiment besoin d'être connectée à Internet. Donc, pour ce type d'infrastructure, vous pouvez utiliser des adresses ILA de type ft00/2.2.8 voilà, pour ce type d'infrastructure. Donc, de grâce, n'essayez pas d'utiliser de NAT sur ce type d'adresse. Ça ne marchera pas. Utilisez des adresses globales unicas qui sont suffisantes pour votre infrastructure. Alors, nous avons aussi un autre type d'adresse, des adresses support. C'est des adresses qui commencent par 2002 et on a les 32 bits ici qui représentent une adresse IPv4 publique convertie en hexadécimal. Nous viendrons en détail là-dessus demain dans la technique de transition, mais c'est aussi un type d'adresse 624. Alors, vous avez remarqué, dernièrement, on ne fait que parler des 64 premières parties. Vous avez remarqué, on n'a pas encore regardé, vous avez remarqué que j'ai pas encore parlé de la partie interface ID qui, elle, depuis tout le temps, est fixée à 64 bits. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce que cette partie-là, ces 64 bits-là sont écrits. Nous pouvons les taper manuellement, comme on le fait un peu dans le PV4. Nous avons aussi la possibilité de le faire de manière automatique en utilisant notamment l'algorithme 64, dont on va regarder en détail tout à l'heure. Nous avons aussi des nombres pseudo-aléatoires. Nous avons aussi, on peut utiliser des paires de clés privées et publiques pour écrire aussi ces 64 derniers bits qui représentent l'interface ID. Nous avons aussi les préfixes, les 64 bits réservés, qui sont ici. OK, nous avons sous Reto Unicas et les adresses réservées. Ces adresses-là ne peuvent pas être utilisées comme interface ID. OK, elles sont réservées. Donc, à part ces deux adresses-là, toutes les autres types d'adresses que vous pouvez générer peuvent être utilisées comme interface ID. Alors, vous remarquez que on a 64 bits. Alors, la création automatique se basant sur E64 utilise l'adresse MAC. Alors, dans IPv6, l'accent a été mis sur l'unicité des adresses. On a beaucoup de mécanismes, entre autres le DAG qui est utilisé, qui est le Duplicate Address Detection, qui est utilisé pour toute adresse unicast. Donc, lorsque tout nœud IPv6 reçoit ou en train d'acquérir une adresse IPv6, lorsqu'elle est en train d'acquérir une adresse IPv6, elle s'assure que cette adresse est unique sur le lien en utilisant le DAG, le Duplicate Address Detection. Donc, l'unicité des adresses est très importante dans IPv6. Et donc, on se dit, attention, on va essayer de regarder utiliser des adresses qui sont déjà uniques, notamment l'adresse MAC. L'adresse MAC est déjà unique pour tout équipement. Donc, on va utiliser cette adresse MAC qui est là, qui est sur 48 bits. Et on va, puisque l'interface ID est 50 bits, on va lui ajouter FFFE. Conventionnement, c'était conventionnement défini pour US64. Donc, lorsqu'on ajoute FFFE, nous avons les 48 bits, on ajoute 7 bits, nous passons à 64 bits. Donc, dans ces 64 bits, nous allons utiliser le Unique Local Identifier. Le Unique Local Identifier est ce bit-là. OK? Ce bit-là qui est toujours à 0
sur tout équipementier. Lorsque vous allez dans les adresses MAC, lorsque vous allez convertir une adresse MAC donnée en binaire, vous allez constater que ce bit-là est toujours à 0. OK? Donc, vous utilisez ce bit à 0 là, vous le remettez par 1 et ensuite vous réécrivez sur l'interface AED. Excusez-moi. Monsieur Jérôme Romaric, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro? Merci. Donc ici, c'est ça. Donc nous avons, une fois que vous transformez ce unique local, le 6e bit là, de port fort du unique local identifier à 1, vous avez une adresse qui devient unique et qui est écrite sur 64 bits. Donc la seule dernière chose que nous aurons à faire, c'est d'ajouter 2 points ici, 2 points ici et 2 points ici. Donc vous aurez 4 exits sur 4 positions pour représenter les 64 bits de l'interface ID. Donc, si vous avez remarqué, toutes les stations, tous les nœuds, toute interface sur IPv6 aura un /64 parce que la partie interface ID est fixée à 64 bits. Donc, ça ne sera pas un peu comme sur IPv4 où on a la possibilité de jouer avec des masques de taille variable, mais avec IPv6, on aura au côté de l'interface, on aura toujours 64 bits. Lorsque vous voulez donner une adresse IPv6 à une interface, à un nœud, à un routeur, à ce que vous voulez, à tout équipement sur IPv6, vous saurez que ça sera sur 64 bits. Alors, le problème de EI64 pose un problème de confidentialité, d'utilisation de EI64. Alors, vous savez que l'adresse MAC est fixée. Et lorsque vous calculons votre interface ID en utilisant votre adresse MAC, nous constatons que cette interface ID-là est la même lorsque vous vous déplacez d'un réseau à un autre. Alors, aussi nous savons que tous les préfixes sont alloués par IANA aux différents RIR qui donnent ces différents préfixes aux différents membres de ces différents clients. Donc, il est tout à fait possible que lorsqu'on voit une adresse IPv6 qui utilise la norme EI64, de savoir qui est derrière cette machine parce que c'est l'adresse MAC de cette machine donnée et le préfixe donné qui est associé à cette interface ID. Donc, on va voir que si cette personne est peut-être à Abidjan aujourd'hui, que cette même personne-là va en France demain, que cette même personne va en Belgique, que cette même personne va aux États-Unis, en Afrique, etc., l'interface ID sera fixe et le préfixe va changer à chaque fois que cette personne va se déplacer. Donc, on aura une facilité de suivre cette personne-là parce que l'interface ID ne va pas changer lorsqu'on utilise le EI64. Donc, certains constructeurs ont dit, attention, nous, on ne va pas utiliser le EI64 par défaut. On va utiliser la méthode aléatoire pour générer l'interface ID. Alors, donc, c'est un peu pour répondre à ça, pour que Microsoft, donc vous voyez que si vous utilisez, si vous faites un if config ou un if config sur votre Microsoft, vous allez constater que votre Mac, votre adresse IPv6 lien local a une interface ID qui n'a rien à voir avec votre adresse Mac, alors que si vous le faites sur un Linux, sur un Mac, sur un Unix, vous verrez que l'interface ID, c'est-à-dire les 64 derniers bits de votre adresse IPv6 lien local, celle qui commence par FP80, 2.2, vous allez voir que elle ressemble à votre adresse MAC. Alors, pour régler ce problème-là, Microsoft a dit, moi, je n'utilise pas EI64 par défaut. Mais Mac et Unix et les Xnix ne sont pas restés en reste. Ils ne sont pas restés en reste. Alors, eux, ils ont dit, OK, nous, on va utiliser EI64 lorsqu'on est en train de faire une communication sur le même lien. Mais lorsqu'on veut sortir de notre lien, on va générer une interface ID de manière aléatoire pour aller nous connecter à Internet. Donc, le problème a été réglé comme ça pour les Xnix et pour les Microsoft avec la méthode aléatoire pour toutes les communications. Alors, nous avons les adresses mappées IPv6 qui servent à représenter un nœud IPv6 à un nœud IPv4. Pour en revenir dessus, si vous avez des questions. Nous avons les transitions aussi ISATA qui ont les 64 premiers bits qui sont à 0 et les 32 bits qui exception. Alors, vous savez que les adresses ISATA sont des tunnels utilisés par Microsoft. OK, donc c'est les adresses privées IPv4 qui sont utilisées dans les 32 derniers bits. Ces adresses tunnels sont natives sur les X de Microsoft à partir de Windows Vista et autres. Pour faire votre ipconfig, vous voyez que ces adresses-là existent. Donc, c'est des types d'adresses IPv4, c'est des tunnels.
ok, qui existent et qui sont utilisés dans IPv6 sur Microsoft. Alors, nous avons maintenant les adresses multiclass. Alors, je vous ai dit tantôt que dans toutes les communications, puisqu'on a plus de broadcast en IPv6, toutes nos communications à des groupes donnés étaient utilisées dans les adresses multiclass sont très très importantes. Elles sont utilisées, comme je l'ai dit, dans le premier stade, comme destination à une communication multiclass. Alors, toutes les adresses multiclass dans IPv6 commencent par F. Voilà, comme écrit ici, elles commencent par FF, parce que les 8 premiers bits sont fixés à 1. Ok, elles commencent par FF. Et nous avons les 4 bits qui suivent sont utilisés pour les flags et les 4 autres bits sont utilisés pour le scope. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que les adresses multiclass venaient avec leur propre scope. Alors, c'est dans ces 4 bits-là que nous allons définir le scope d'une adresse multiclass. Et les 112 bits restants représentent le groupe ID, le groupe multiclass. Alors, nous allons essayer de voir maintenant en détail. Alors, ici, nous avons les flags. Les flags donnent des fonctions qui donnent la possibilité à un administrateur système de créer son groupe multiclass, son adresse multiclass. Il est bien de remarquer que le troisième bit, le premier bit de poids fort est fixé à 0, il est réservé. Le dernier bit, le T, est 0. Quand il est 0, il est réservé. Lorsqu'il est 1, c'est qu'il est en train d'être utilisé pour construire une adresse multiclass pour notre propre besoin ou autre application donnée. Donc, ce qui est remarqué ici, c'est que très souvent, vous verrez que ces 4 bits-là, les bits flags sont toujours mis à 0 pour les adresses connues, les adresses well-known, les adresses que nous allons utiliser, les adresses que nous voir tout à l'heure. Ce qui est important à noter, c'est le scope des adresses multiclass. Alors, nous avons aussi que on a le scope 1 qui dit interface, le scope 2 qui dit lien, le scope 4 administratif, etc. Donc, vous voyez que tous ces scopes-là qui sont définis ont un sens pour les adresses multiclass. Alors que tout à l'heure, vous avez vu que pour les adresses unicast, on n'avait que deux scopes qu'on a vu, le scope global et le scope lien. Ok? Donc, vous voyez qu'ici, on a beaucoup de liens. Donc, une adresse multicast va s'écrire de cette façon-là. Nous avons ici F, ok? 0 qui est le flag, donc ça veut dire les 4 bits sont mis à 0. Et ici, 1. Le scope, ici, c'est 1, qui veut dire interface. Donc, cette adresse-là veut dire all node on the interface, tous les nœuds sur la même interface. Et nous voyons qu'on a la même adresse, une autre adresse multiclass ici, qui est FF022.2.1. Donc, ici, on voit que le groupe multiclass des nœuds, des machines, c'est 1. Et le scope ici, c'est 2. Pour dire que lui-même, pour parler du lien, c'est-à-dire ici, nous avons all IPv6 nodes on the same link, c'est-à-dire tous les nœuds IPv6 sur le même lien. Alors, remarquez ici que nous pouvons créer un broadcast si nous envoyons une communication à cette adresse FF02.2.1. Ici, nous envoyons un paquet à tous les nœuds IPv6 qu'on a sur le même lien. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer un broadcast sous IPv6. Alors, on a aussi tous les routeurs sur l'interface, on a tous les routeurs sur les liens. Donc, vous voyez que pour toutes les communications ici, vous voyez cette communication-là, vous voyez cette destination, OSPF, etc. On a un groupe multicast qui va, parce qu'on n'a pas de broadcast en IPv6. OK? Donc, il est aussi important de regarder une adresse particulière qui est là, qu'on va regarder tout à l'heure, qui est l'adresse multicast de sollicitation de nœuds, qui est une adresse très, très importante dans IPv6. Donc, ici, nous avons des adresses multicast qui commencent par FF0, X qui veut donner le lien, c'est-à-dire que ça sera quoi interface, le scope, le lien, le site, le lien, etc., etc. Donc ici, ça donnera le scope, c'est-à-dire l'ensemble, l'espace sur lequel cette adresse multiclass est valide. Et ensuite, nous avons le groupe multiclass sur lequel ce scope-là, cette adresse-là va s'appliquer. Ce sera tous les routeurs, tous les nœuds, etc., etc., tous les routeurs OSPF, tous les routeurs DHCPv6, etc., etc. Ensuite, nous allons passer maintenant à l'adresse multicast de sollicitation de nœuds. Cette adresse joue un rôle très, très, très important dans l'IPv6. Nous avons une chose qui se passe dans IPv4. Lorsque nous branchons notre machine sur un réseau, notre machine commence à crier résolution ARP. Elle fait du broadcast. Quelle est l'adresse MAC de cette machine? Quelle est l'adresse MAC de cette adresse? Quelle est l'adresse, etc., etc. Avant IPv6, on se dit que le broadcast
nous génère. Alors, une résolution ARP, c'est un paquet broadcast qui est envoyé. Tous les nœuds sont sur le même lien. Lorsque une requête ARP est envoyée, tous les nœuds arrêtent de faire leur travail, viennent écouter, et quand ils voient que le message ne est pas destiné, elles retournent à leur travail. Donc, il y avait les ARP déranger un peu tout le lien pour atteindre qu'une seule personne. Avec IPv6, on a pris de broadcast, on va faire en sorte que la résolution ARP soit vraiment précise. Donc, on a ce qu'on appelle l'adresse multicast de sollicitation. Cette adresse est fabriquée de cette manière. On utilise des adresses multicast et ensuite on a FF00 et le 24 dernier bit de l'adresse IPv6. Les 24 derniers bits, si vous vous rappelez, dans le UI64, ça représentera le 24 bits qui sont fixés dans une adresse MAC par le constructeur pour rendre cette adresse MAC unique. Donc, on veut faire en sorte que ces 24 bits-là adressent de manière unique un nœud ou une interface. Alors, lorsqu'on a fabriqué cette adresse multicast de sollicitation de nœuds, on va envoyer notre communication à ce groupe multicast. Alors, si vous vous rappelez bien, une interface peut appartenir à plusieurs groupes multicast. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire notre résolution ARP, je vous fais un chemin. On a une machine 1 qui est là, une machine B qui est là, et on a notre serveur DNS qui est ici. OK? Donc, si cette machine A dû envoyer une requête à la machine B, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire sa résolution ARP, vous dites quelle est sa résolution DNS avec le serveur DNS, vous dites quelle est l'adresse IPv6 de cette machine-là qui est ici. OK? On va mettre cette machine en vert. Quelle est l'adresse IPv6 de cette machine qui est en vert ici? Alors, là, le serveur DNS va donner l'adresse IPv6 de la machine qui est en vert ici. Et donc, pour que la machine qui est en rouge envoie la communication à la machine qui est en vert, puisqu'on est sur un réseau Ethernet, il faut que la machine rouge connaisse l'adresse physique, l'adresse de couche 2 de la machine verte. En IPv4, elle a fait ARP. Si sur le même lien, on avait plusieurs machines connectées, c'est-à-dire on a une machine verte, on a une autre machine verte ici, etc., etc. Dans IPv4, on allait faire un broadcast sur tout le lien, c'est-à-dire la machine verte qui est ici à la voix, cette machine à la voix et cette machine aussi à la voix l'information. Mais avec IPv6, on dit on ne veut pas déranger ces machines. Donc, comme j'ai l'adresse IPv6 de la machine verte, je vais fabriquer son adresse multicast de positionnement de mots qui sera écrite par FF, qui sera de cette manière-là, FF 02, 2.2.1, FF, et ensuite les 24 derniers bits de l'adresse IPv6 de la machine verte qui est ici. Elle a créé son adresse multicast de son adresse et envoyé le paquet à ce groupe multicast pour dire que à qui appartient l'adresse IPv6, quelle est l'adresse MAC, de cette adresse IPv6 là, sur ce lien. Et on va envoyer cette question au groupe multicast qui est ici. Puisque la machine verte, c'est son adresse IPv6, elle aura au préalable construit son adresse multicast de ce salon de lieu et elle aura joint ce groupe multicast. Donc, pour avoir cette information, elle sera, puisqu'elle est déjà dans le groupe multicast, elle sera la seule machine sur ce lien-là à recevoir le paquet qui dit à qui, quelle est l'adresse IPv6, quelle est l'adresse MAC de l'adresse IPv6 de la machine verte. Donc, ce sera la machine verte là, qui est déjà dans le groupe multicast, qui a été construite là, qui va répondre en disant que oui, je suis celle qui a la machine, qui est concernée par cette communication, et voilà l'adresse MAC de ma carte réseau données. Donc, c'est un peu comme ça que la résolution ARP se fait. La résolution ARP dans IPv6 ne va pas utiliser un broadcast, elle va utiliser l'adresse multicast de sollicitation de données. Alors, on aura aussi, s'il y a des questions, parce que c'est une partie où pendant les workshops, on passe un peu de temps pour que l'explication soit claire. Donc, s'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus pour que j'explique un peu cela en détail. Nous avons ici un exemple d'une interface d'un routeur Cisco. Alors, nous voyons que ce routeur a au moins deux adresses IPv6, c'est-à-dire une adresse bien locale et une adresse globale unicast qui commence par 2001 quelque chose. Alors, nous remarquons que ce routeur a construit deux adresses multicast de sollicitation anonyme.
une adresse multicast de sollicitateur de nœud pour son lien local, ici, et une adresse multicast de sollicitation de nœud pour son adresse unicast globale. Alors, regardez un peu comment cette adresse multicast a été construite. Vous voyez, les 24 derniers bits de l'adresse IPv6 qui est ici, c'est-à-dire 6B2.B6A0, ont été simplement collés à, si vous remarquez, si vous rappelez ici, à cette adresse-là qui est FF022.001 FF00. Donc, on a tout simplement récupéré les 24 derniers bits de l'adresse IPv6 ici. On les a tous collés à l'adresse FF02.2.1.2.FF et on a mis 6B2.6 B6 à 0. Donc, pour l'adresse globale unicast, vous remarquez qu'ici, par exemple, le 24 derniers bits, ce sera 2. Donc, vous voyez que l'adresse multicast de sollicitation de nœud pour cette adresse globale unicast, c'est FF02.2. Voilà. Donc, vous voyez que ce routeur a joint à deux groupes multicast composés par ces adresses lien local et ces adresses unicast, global unicast, ce sont les adresses unicast, celle-là et celle-là. Mais encore, elle a souscrit au groupe multicast de All IPv6 Nodes pour le nœud IPv6 et aussi pour le routeur IPv6. Donc, vous voyez que cette interface a dans 4 groupes multicast, tout le nœud IPv6, tout le routeur IPv6 et le groupe multicast de sollicitation de nœud pour son adresse unicast globale et le groupe et l'adresse multicast de sollicitation de nœud pour son adresse lien local. Ok? Donc, ici, c'est pour vous illustrer un peu, vous présenter comment est-ce que, aussi facilement, excusez-moi, un nœud crée son adresse unicast, multicast et sollicitation de nœud. Alors, ici, nous avons quelques considérations qui sont nées avec l'utilisation d'IPv6. Alors, le problème qu'il y a ici, lorsque nous écrivons dans une base d'adresse l'adresse d'un serveur web, nous mettons en général des points. Avec IPv6, on avait peut-être 195.10.12.12 pour accéder à un équipement et à un service sur un serveur donné. Lorsque nous voulons utiliser un port défini, nous mettons 2 points. Donc, les 2 points avaient un sens là, déjà dans HTTP, déjà notamment ici. Et puis, lorsqu'on voulait ajouter des ports aussi. Donc, il était impossible déjà dans les URL d'écrire des 2 points encore sans créer d'ambiguïté. Donc, cette ambiguïté est sauvée en mettant des crochets. Donc, quand vous voulez atteindre une application web avec une adresse IPv6, vous mettez cette adresse IPv6 dans des crochets. Donc, vous voyez qu'ici, l'importance du DNS est tout autre par rapport à IPv4. Et le DNS est très, très important parce que je vois mal hein, tous ceux qui sont sur la liste, sur ce webinaire-là, écrit toutes ces adresses-là pour un web. Donc, le DNS devient très, très important lorsqu'on parle d'IPv6. Okay. Aussi, on a les chemins réseau. Alors, les chemins réseau, on a dans Windows, lorsqu'on va atteindre un partage de réseau, on ouvrait une barre d'adresse, on mettait anti-slash 2 fois et on écrivait l'adresse IP. Alors, le 2 points avait une signification pour Microsoft. Donc, on ne pouvait pas utiliser dans Microsoft les 2 points pour joindre un partage réseau. Donc, il fallait trouver une solution. Et Microsoft a enregistré ce nom de domaine-là pour régler cette ambiguïté, ce problème-là. Donc, pour régler ce problème dans Microsoft, pour remplacer tous les 2 points par un tiret et tous les poussants sont remplacés par un S, comme on le voit ici. Ensuite, il faut ajouter le domaine .ipv6-literal.net pour arriver à faire un partage dans l'IPv6 lorsqu'on n'a pas de DNS installé. Donc, encore une fois, le DNS est très important lorsqu'il s'agit d'IPv6. Alors, ici, vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Le domaine .ipv6-literal.net fonctionne sur toutes les machines Microsoft. Elles n'ont pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir régler ce problème. Alors, ici, nous avons un résumé. Si je présente un résumé des adresses qu'on a vues. Donc, on a vu les adresses globales unicast, on a vu des adresses liens locales ici, on a vu des adresses ULA, ok, on a vu ULA, on a vu les adresses mappées, on a vu les adresses Cisco pour faire une technique de conviction, et dit qu'on allait voir en détail demain, on a les adresses utilisables de tunnel, on a les adresses spécifiques et on a les adresses multicast qui commencent par FF et le flag et le scope. Donc c'est un peu
un résumé hein, des adresses que je viens de vous présenter. Alors, je sais pas si on a encore du temps pour parler de planification ou si on peut continuer avec la planification. Ou s'il y a des questions, je ne sais pas si on peut les prendre. Donc, je demande un peu en ce moment au local host. Et donc, tu attends un peu le retour. OK, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les... OK, donc, s'il y a des questions, on les prend ou je continue. Il y a des questions sur ce qu'on vient de voir. Alors, je fais un rappel. Donc, on a un peu parlé de la situation du Ah, PV4 j'ai en j'ai Afrique. une question. J'ai une question OK. en fait. Oui, si tu as une question, Oui, oui. Je peux poser? oui, tu peux l'écrire, hein. Tu n'es pas obligé de prendre le micro. Tu peux. OK, vas-y, pose ta question. En fait, si quelqu'un me pose la question de savoir pourquoi IPv6 n'est pas compatible avec IPv4, quelle est la réponse que je peux donner pour convaincre en fait la personne? OK. Alors, nous avons une question qui vient d'arriver. C'est pourquoi est-ce que IPv6 n'est pas compatible avec IPv4? Alors, il faut dire que IPv6, tu peux couper ton micro. Roland? Ok, d'accord. Ok, oui, oui. OK. Alors, dans la conception d'IPv6, allô, OK. Dans sa conception, IPv6 avait déjà des champs, avait déjà des objectifs qui s'étaient fixés. Alors, le premier objectif, c'était la taille des adresses. Alors, on arrivait à épuisement d'IPv4 et on s'est dit, attention, mais au début des années 80, un peu plus après les années 90, on a dit, on arrive à, tel que nous utilisons IPv4, ça ne pourra plus suivre l'évolution d'Internet. Donc, il faut penser déjà à un successeur du IPv4. Donc, déjà, il fallait regarder la taille du protocole, la taille de l'adresse. On était à 32 bits pour IPv4 et déjà, s'il fallait augmenter la taille, on allait se trouver déjà dans une incompatibilité au niveau des protocoles. On s'est dit aussi qu'il faut regarder dans les entêtes. Alors, on avait de nombreuses entêtes, 12 plus les entêtes de 13 dans l'IPv4. On s'est dit qu'il faut qu'on réduise les entêtes dans le protocole, dans le nouveau protocole qui va succéder à l'IPv4. Donc, c'est, si tu veux, cette suite de compromis pour le nouveau protocole qui a créé l'incompatibilité entre IPv4 et IPv6. OK? Il fallait faire en sorte de prévoir l'avenir, c'est-à-dire de faire en sorte que Internet puisse grandir après la mort d'IPv4, donc la taille au niveau des adressages, donc on est passé de 32 à 128. Il fallait aussi faire en sorte que le routage soit amélioré, donc de faire en sorte, dans ce cas, on va réduire le nombre d'antennes dans le paquet même IPv, le paquet IPv4 par rapport à IPv6. On va enlever un certain nombre de fonctionnalités dans IPv6, dans IPv4 qui ralentissaient un peu dans le routage au niveau d'IPv4. Donc, tous ces compromis-là dans la création du protocole, dans la création, dans l'élaboration d'IPv6, ont nécessairement conduit à l'incompatibilité d'IPv6. Alors, une fois on a posé une question à, un de mes collègues a posé une question aux personnes là qui ont créé IPv6, c'était quel était son regret dans IPv6, dans la création d'IPv6, et sa question était, la réponse c'était trop de compromis. Il y avait trop de compromis et on n'a pas pu faire en sorte que le backyard accessibility soit respecté, c'est-à-dire la rétrocompatibilité entre les deux protocoles n'a pas pu être respectée à cause de ces compromis-là qu'il fallait mettre en œuvre. C'est bon? C'est bon, Roland? Allô? Oui, 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 c'est bon, c'est bon.
C'est bon, vous avez compris? C'est bon. Alors, Oui, c'est Christian, bon. ok. Christian, si tu peux ajouter quelque chose, tu peux prendre le micro si tu veux ajouter quelque chose, Christian. Non, non, on peut continuer pour le moment. Moi, j'ai une question. Ok, une autre question? Oui. Oui? Ok. Merci pour la présentation qui est très enrichissante. Mais moi, j'ai quelques préoccupations pour toujours mieux comprendre l'IPv6. Par rapport à la succession des lots de zéro. Oui? Donc, en fait, je voudrais savoir quelle est la meilleure décision à prendre lorsqu'on a trois successions de lots de zéro. Est-ce qu'il faut compresser et ou il faut supprimer? Parce que lorsque j'ai suivi un peu votre explication, c'était pas très bien clair pour moi. Donc, je voudrais savoir, voilà, le slide je crois. Ok, Maintenant, j'ai ok. aussi une autre question par Oui? rapport au rôle du scope ID. Mhm. Voilà. Le scope Ok. ID, à quoi ça sert concrètement? Et en parlant également de l'interface ID, est-ce que conventionnellement, c'est lui comment il avait expliqué qu'on puisse identifier? Merci. Ok. Alors, pour la première question concerne la compression et la suppression des zéros. Merci. Ok. Donc, je suis revenu sur ce slide-là pour montrer un peu aussi pendant que je réponds à la question. Alors ici, on regarde par exemple cette adresse IPv6 qui est là. 2001, on a deux séries de zéros, on a 0A52 et on a trois séries de zéros. Nous avons deux techniques de compression qui existent dans IPv6. Dans la compression d'adresse, on a deux techniques. On a la suppression des zéros. Dans la suppression des zéros, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le marqueur en vert pour expliquer déjà ce qu'on fait. Dans la suppression des zéros, on va supprimer les zéros de fois fort, c'est-à-dire les zéros qui viennent immédiatement après les deux points. C'est-à-dire dans ce cas, on va supprimer ces trois-là, on va supprimer ces trois zéros, on va supprimer ce zéro-là, on va supprimer ces trois zéros, on va supprimer encore ces trois zéros, on va supprimer ces trois zéros. Si on fait ça, on a fait ce qu'on appelle la suppression des zéros. OK? Donc, avant de répondre à la question, je pose déjà les deux principes. OK? Ça, c'est la suppression des zéros. Donc, si tu vois, on a supprimé les zéros de poids fort et on a laissé au moins un exit dans chaque position. Donc, ici, on a laissé un 0. Ici, on a laissé un 0. Ici, on a A5,2. On a laissé A5,2 ici. Ici, on a un 0 qu'on a laissé. On a un 0 qu'on a laissé. On a un autre 0 ici qu'on a laissé. Ça concerne la suppression des zéros. Maintenant, venons à la compression des zéros. La compression des zéros nous dit, lorsque nous avons deux séries de zéros qui se suivent, nous pouvons les supprimer et les remplacer. On peut les remplacer que par deux points. Deux points, deux points. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, si on veut appliquer la compression des zéros, je vais supprimer, pardon, je vais prendre le stylo. Si on veut faire la compression des zéros, je supprime tous ces deux zéros. Il va me rester que deux points, deux points. Je supprime tous ces deux zéros. Il va me rester que deux points, deux points. Ça, c'est la suppression des zéros qu'on a, la compression des zéros, pardon, qui a été utilisée. Donc, dans la suppression des zéros, on supprime les zéros de points forts. Dans la compression des zéros, on fait disparaître carrément les séries des zéros, on les remplace par deux points. Maintenant, à quel moment faut-il les utiliser pour en venir à ta question? Alors, si nous regardons cette adresse IPv6, nous avons deux séries de zéros ici, deux séries de zéros à gauche ici, pardon, je prends le stylo, deux séries de zéros là, et trois séries de zéros ici. Les recommandations nous disent d'appliquer la compression des zéros où il y a une suite de plus de zéros. Donc, la compression des zéros sera utilisée ici. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais remplacer toute cette série de zéros par deux points, comme j'ai fait ici. Et ici, où il n'y a pas de plus grande série de zéros, ici, on a trois séries de zéros, on a deux séries de zéros. Ici, je vais utiliser la suppression des zéros. Donc, je vais supprimer les trois zéros ici et les trois zéros ici. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé la compression des zéros deux fois? Parce que la compression des zéros ne s'applique qu'une seule fois lorsque nous voulons raccourcir une adresse IPv6.
Alors, si je l'avais utilisé 2 fois, comme dans notre exemple ici, j'enlève tous les signes que j'ai mis. Si je l'avais utilisé 2 fois, comme dans cet exemple ici, ça allait conduire à une ambiguïté au niveau de la lecture de l'adresse en elle-même. Ambiguïté, pourquoi? Lorsque une machine ou un nœud reçoit une adresse écrite comme ça, cette machine sait que une adresse IPv6 est 8 positions de 4 exits. Donc ici, elle voit qu'elle a 3 positions de 4 exits. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplir les positions qui manquent de 5 séries de 0. Mais il se trouve qu'ici, la compression des zéros ayant été appliquée 2 fois, le nœud ne saura pas s'il faut ajouter 3 séries de 0 ici, ou 2 séries de 0 ici, ou 2 séries de 0 ici, ou 3 séries de 0 ici. Donc, c'est pour lever cette ambiguïté que la compression des zéros ne s'applique qu'une seule fois lorsque nous voulons raccourcir une adresse IPv6. OK? Pour éviter l'ambiguïté. Parce que si nous mettons 3 séries de 0 ici et 2 séries de 0 ici, ce n'est pas la même adresse IPv6 que nous avons ici. Parce que l'adresse IPv6 que nous avons ici a 3 séries de 0 ici et 2 séries de 0 ici. Donc si nous mettons 3 séries de 0 ici et 2 séries de 0 ici, c'est une autre adresse IPv6, mais ce n'est pas cette adresse IPv6. OK? Donc c'est pour lever cette ambiguïté que la compression des zéros ne doit s'appliquer qu'une seule fois. Ce qui est de la suppression des zéros, elle peut s'appliquer autant de fois que c'est possible. OK? C'est-à-dire ici, on va supprimer ce 0, et ici aussi, on va supprimer ces 3 zéros et ces 3 zéros, comme dans l'exemple qui est ici. OK? Donc cet exemple est le meilleur cas à utiliser. Donc la compression des zéros va s'appliquer dans la partie où il y a plus de zéros. Pour venir à la deuxième question, qui est la notion de scope ID. Alors, j'ai expliqué tantôt ici que les adresses liens locales sont très utilisées dans IPv6. Les adresses sont utilisées pour ces différents points-là, ok? La mise à jour des protocoles de routage, dans la configuration automatique des adresses. Elles sont utilisées comme passerelle par défaut. Elles sont utilisées dans la mise à jour des protocoles de routage et dans la découverte des voisins. Ok? Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces adresses liens locales? Nous avons cet exemple qui est là. Les adresses liens locales, vous avez remarqué, le préfixe est le même. C'est FE80. Donc, FE80, vous allez voir que toutes les adresses liens locales que nous avons sur nos machines commencent toutes par FE80. Alors que vous rappelez qu'un routeur ne peut pas avoir ces interfaces dans un même sous-réseau. Deux interfaces dans un même sous-réseau, pour un routeur, ça n'a pas de sens. Donc, le routage a été conçu sur le préfixe le plus long. C'est le principe de base du routing. Longest prefix match. Le préfixe le plus long, c'est à ce préfixe-là que le paquet est envoyé. OK? Donc, quand on regarde le routeur R qui est là, il y a une patte FE01 et une patte FE01 qui est connectée à ici, et une patte FE00 connectée à ce LAN-là, et une patte FE01 qui est connectée au LAN de ce côté-ci. OK, on va dire LAN 1 et LAN 2. OK? Alors, le LAN 1, lorsque le routeur veut envoyer un paquet à une machine dans le LAN 1, quand il regarde dans sa table de routage, il constate que l'interface FE0/1 est directement connectée au préfixe FE802.2.64. Quand il regarde encore dans sa même table de routage, il constate que l'interface FE00 est connectée au préfixe FE802.2.64. Donc, si vous voyez un peu, ça correspond à un routeur qui a deux interfaces dans un même sous-réseau. Donc, le routeur ne sait pas comment procéder, il ne sait pas comment exécuter, il ne sait pas comment gérer ce genre de situation. Donc, pour aider le routeur, il faut utiliser la notion de zone ID. Il faut utiliser les zones ID. Donc, les zones ID représenteront l'information supplémentaire qui va aider le routeur à envoyer son paquet dans le réseau 2 ici ou le réseau 1 ici. OK? Donc, ces zones ID-là, dans ce cas-là, on revient maintenant sur notre exemple qui est ici. Les zones ID, dans notre exemple qui est ici pour la machine X et la machine Y,
sera cette indication-là qui est après le pourcentage. OK? Donc ici, nous voyons que pour la machine X qui est ici, qui a son adresse lien locale qui est FE80, ce que nous avons ici, qui se termine par BB, et nous avons un % 7 à la fin. Le % 7 qui à la fin représente le zone ID de l'interface de la machine X. OK? Ce zone ID là veut dire que cette interface-là a cette adresse lien local. Cette interface est % 7, cette adresse lien local. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, par exemple, si je prends un exemple, je fais un schéma en bas, j'espère que vous allez voir. Je prends, par exemple, un nœud qui est là. Un nœud qui est ici, OK, qui est connecté sur un lien, OK, on va dire 1, qui est connecté sur le lien ici, avec la machine 2 ici, 2, OK. Et cette même machine 2 est connectée sur un autre lien, alors, le Wi-Fi à une machine 3 ici. OK? 3. La machine rouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la machine 2 ici aura envie, de pinguer la machine 1, elle va dire ping la machine 1, mais passe par mon interface connectée au lien, c'est-à-dire mon interface filaire. Je vais pinguer l'adresse lien local de 1, mais pour atteindre l'adresse lien local, il faut passer par mon interface filaire. Lorsque je vais pinguer l'adresse lien local de 3, passe par mon interface Wi-Fi. Alors, cette information supplémentaire que j'appelle passe par mon interface lien filaire, passe par mon interface Wi-Fi, c'est cette information qui est le scope ID et le zone ID. Donc, puisque les machines regardent dans les tables de routage et le routage, elles n'ont pas cette notion, c'est-à-dire elles ne peuvent pas savoir d'emblée quelle interface qui est connectée. C'est nous, en tant qu'humains, qui pouvons voir ça et dire, OK, c'est cette interface filaire-là qui est connectée à 1. Donc, si je veux pinguer 1, je fais ping l'adresse lien locale de 1 et je passe par mon scope ID. Donc, mon scope ID ou mon zone ID, dans ce cas, sera peut-être %7 pour mon interface filaire et %12 pour mon interface lien local. Pour mon interface, pardon, pour mon interface sans fil, qui est réseau. Donc, c'est un peu comme ça que la notion de zone ID, de scope ID viennent aider les nœuds pour faire les décisions en ce qui concerne les interfaces liées, les adresses IPv6 liées locales. Ceci n'est valable que pour les adresses qui ont le lien local. Donc, ça veut dire que pour les adresses unicast globales, on n'a pas besoin de mettre les scope ID ou les zones ID pour faire un ping. Ça marchera de manière native parce que lorsque l'équipement va regarder dans sa table de routage, il va constater que c'est un préfixe qui est le processus le plus long est différent sur l'interface 1 du préfixe le plus long qui est sur l'interface 2. Donc, c'est un peu ça pour revenir pour répondre à la question. C'est bon? Oui. Très bien, merci pour les explications. J'ai juste compris également que on ne peut pas avoir dans une adresse IPv6 une succession de 2 points annulés. Parce que Voilà, non. où on avait, non. Donc, du coup, c'est ça qui créait un peu l'ambiguïté. Donc, j'ai compris ça. Merci. Ok, merci. Une autre question? Alors, je demande à Kevin si on a encore du temps pour continuer. S'il y a des questions, vous pouvez les poser pour... Une information. Allô? Ok, oui, continuez, oui. J'écoute. C'est pour savoir si c'est possible après la présentation que nous allons
les diapositives afin de repasser sur les illustrations plus tard. Ok, bien sûr, vous aurez les supports, vous aurez les supports ils seront en ligne sur le site web de iSolve, donc vous aurez les supports, ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien pour télécharger les supports. Ouais. Merci. Ok. Donc, je crois qu'on arrive au thème de nos 1h30. Donc, je pense que demain, on devrait commencer par l'adressage IPv6. Donc, Christian, tu veux ajouter quelque chose pour aujourd'hui? Non, rien de particulier. Je pense qu'il est effectivement important de conserver à l'esprit sur la question qui portait sur la représentation des zéros que c'est d'abord sujet à une règle sémantique, hein, et donc ne jamais mettre la règle de la compression plus d'une fois dans la représentation d'une adresse. Donc pour ce qui concerne le séminaire de demain, nous le commencerons par une poursuite de la présentation de Brice. Qui portera sur les bonnes pratiques concernant la gestion d'un plan d'adressage IPv6. Je crois que c'est un sujet qui nous intéresse au premier chef. Et puis j'enchaînerai sur une présentation synthétique des différentes techniques de migration, comme l'a indiqué Brice lors de l'introduction de sa présentation. Bien entendu, les présentations seront mises en ligne, c'est ce qu'a confirmé Brice à l'instant, et je crois qu'on peut donner rendez-vous à nos participants demain à la même heure pour la poursuite de cette formation. Christian? Oui. Oui, merci Christian pour ton intervention. Donc, je dis merci à tous les participants. Au même moment, j'ai eu pas mal de mails qui me disaient qu'ils avaient du mal à se connecter. Il y en a qui cherchaient le mot de passe de connexion. Donc, on va essayer de régler ça aujourd'hui pour que demain, tout le monde puisse être là parce qu'il y a pas mal de personnes quand même qui sont inscrites qui n'ont pas pu prendre part, n'ont pas pu se connecter au webinaire. Donc, demain, j'espère qu'on sera plus nombreux et on va arriver à continuer hein, tout ce que nous avons commencé aujourd'hui. Alors, je vous dis merci. Donc, je passe le flambeau à Kevin. Donc, pour ce qui est du mot de fin, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Donc, déjà, OK. Hello, Kevin. Do you want to add something? No, you can just tell them about tomorrow's webinar. Yeah. OK. Donc, demain, c'est un peu ce que Christian a dit. Nous allons commencer par les bonnes pratiques en ce qui concerne l'adressage IPv6. Et ensuite, Christian va poursuivre avec les techniques de transition. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, de toute façon, nos contacts, Christian et moi, nos emails sont en ligne, sont ouverts. Donc, vous pouvez vous envoyer des emails sur les questions sur la partie que je viens de couvrir aujourd'hui pour qu'on vous donne des éclairages et plus de détails sur les notions qui n'ont pas été traitées. Alors, merci et à demain. Thanks, Bryce. You can also add, we'll put the recording later and inform them, and they can invite others to the webinar for tomorrow as well. OK. Alors, il y aura aussi l'enregistrement du webinaire a été fait par iSolve, par Kevin. Donc, il y aura aussi le lien hein, pour vous autres, pour que vous puissiez aussi enregistrer et garder hein, la présentation qui a été faite aujourd'hui. Donc, ça a été enregistré et vous aurez aussi le lien comme le matériel tout à l'heure qui sera mis à disposition par Kevin d'iSolve pour que vous puissiez partager, garder et réécouter encore la présentation si besoin se fait. OK. Merci.